Paul, Emmanuel et Mario, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors d'abord, cette nouvelle de dernière heure, on vient tout juste d'apprendre que le docteur Luc Boileau quitte son poste de directeur de la santé publique du Québec. Il sera remplacé par la docteure Caroline Quach. Paul, il aurait pris sa décision au début de l'été. C'est la version que l'on entend en ce moment, que ça serait sa décision, son départ, que personne n'avait vu venir nécessairement, parce que son mandat continuait. Mais évidemment, on ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé dans les rues de Montréal. Est-ce que ça a joué? Bon, on dit que non, mais on ne peut pas s'empêcher de poser la question. Disons que le comportement du docteur Boileau, qui avait fait le tour de la planète, en tout cas le tour du Québec, c'est pas ce qu'on s'attend nécessairement de quelqu'un en poste d'autorité comme le sien. Mais bref, alors voilà, ça a été la décision du Conseil des ministres aujourd'hui, le départ de Luc Boileau et l'arrivée de Mme Quach, bien connue pendant la pandémie d'ailleurs, qui devient donc celle qui va succéder à Horacio Arruda également. Oui, c'est surtout que la démission, Emmanuel, arrive peu de temps après l'incident du centre-ville. Oui, c'est sûr que c'est ça qui teinte, si on veut, l'annonce de cette décision-là. C'est monsieur... Il semble, on a tous les mêmes informations. M. Boileau avait peut-être décidé de partir et que là, cet incident-là a un peu été la cerise sur le sundae. On spécule. C'est sûr qu'on n'annonce pas le départ de M. Boileau à 4 heures l'après-midi sans préalable, là, sans que ça ait été peut-être un peu rapide. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, c'est une décision du Conseil des ministres, c'est un décret. Donc, c'était dans la machine depuis un certain temps là, de la part du gouvernement là, de faire cette nomination-là. Là. Mario? Oui, et il est remplacé par une personne, d'une certaine façon, hautement qualifiée, crédible. Il faut quand même mettre dans la balance, bon, il y a l'incident, mais directeur de la santé publique, pendant des années, c'était un poste bien tranquille. Là, tu faisais tes petites affaires, personne n'entendait parler de toi. Une fois par année, tu passais aux nouvelles parce que tu lançais une campagne anti-tabac. Alors, depuis la pandémie, depuis tout le mouvement anti-vaccin, je veux dire, il y a le retour de la rougeole. Il y a comme... Tu regardes aux États-Unis ce qui est en train de se passer avec la santé publique. Ce sont des reculs de civilisation. Les directeurs de la santé publique essaient de faire barrage à des reculs de civilisation. C'est pas banal, là, avec des gens sur la rue qui leur en veulent, puis tout ça, là, les théories de complot. Puis... Alors voilà, donc ça vient tout juste d'être annoncé. Parlons de Sam Hamad, aspirant maire de la Ville de Québec. Il semble y avoir du sable dans l'engrenage de sa campagne électorale. Après les images du trafic à Montréal pour parler du trafic à Québec, les images de New York pour illustrer Québec, chansons générées par l'intelligence artificielle qui n'avaient pas été approuvées. Regardez bien ce qui s'est passé à la conférence de presse aujourd'hui. C'était dans Vanier. Ils présentaient 3 nouveaux candidats. Le problème, c'est qu'ils étaient dans un parc. Il y avait des jets d'eau et, à un moment donné, bien, les jets se sont déclenchés. Quand ça va pas bien, ça va pas bien. Moi, je pensais avoir tout vu en politique. Puis écoute, je t'avoue que Sam Hamad fait reculer les frontières du réel de fois en fois. Mario a été un des chefs politiques. Il y a eu des reportages. Corrige-moi, Mario, ton autobus était perdu ou enlisé dans le coin du lac Aleppo, dans ce coin-là. Puis, mais imaginez, là... On a tous vécu un autobus qui tourne mal, qui tourne... Mais tu sais, ton autobus se trompe d'un coin de rue. Quand la campagne va bien, personne ne parle de ça. Quand la campagne va mal, ça devient une occasion pour les journalistes de faire du spectacle avec ça. Mais là, ça vient tout seul. Dans son cas, là, c'est une après l'autre, j'avoue, des malchances. C'est ça le problème. Je veux dire, je comprends monsieur Hamad qui le prend avec bonhomie, là, en disant, écoutez, c'est pas ça les vraies affaires. Ce qui compte, c'est les citoyens, les taxes, la ville, etc. Puis sur le fond, il a raison, là. Mais le problème pour lui, c'est que c'est la séquence là, infernale. Là. Et à un moment donné, pourquoi ces erreurs-là arrivent? C'est parce qu'il est mal entouré. Son équipe de communication fait mal son travail, puis de toute évidence, l'équipe d'Advance, là, les gens qui préparent les points de presse aussi font mal leur travail. Puis à un moment donné, s'entourer, c'est aussi un test de leadership. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre la mairie, mais ça veut dire qu'un coup de barre est nécessaire dans son entourage. Là. C'est l'intervention du chef là, dans ces occasions-là, parce que c'est une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois là, en 2 semaines ou à peu près qu'il y a des gaffes. Donc, c'est un peu comme si le capitaine, le pilote d'un avion de ligne, tu sais,
le party, le bordel est pris dans la cabine. Lui, sa job, c'est de faire atterrir l'avion correctement, mais c'est aussi de veiller à ce que l'équipage soit à la hauteur. Puis bon, de toute évidence, M. Hamad n'est pas intervenu suffisamment, de façon suffisamment musclée jusqu'à maintenant. Mais Mario, bon, l'élection aura lieu le 2 novembre prochain. C'est anodin ce qui s'est passé depuis les derniers jours ou ça va rester? Ça dépend. Ah ben non, ça va... On peut continuer. Ça va rester, mais tu sais, il faut pas... c'est pas... Il y a un côté où, tu sais, c'est pas sérieux, c'est toutes des petites affaires comme... Tu sais, toutes les questions des images, on sait comment ça marche, là. On utilise des banques d'images. Là. Des gens de communication utilisent des banques d'images. Tu veux une image de trafic, t'en prends une. Bon, là, je pense que le fait que ça arrive une deuxième, une troisième fois, tu dis, écoute, vérifie avec ton monde. Tu t'es fait prendre une fois, tu peux pas te faire prendre une deuxième. C'est clair. Il reste que... Tu sais, je vais être plate, puis je me ferais pas aimer en disant ça, mais... Sam Hamad, mettons, il est contre le tramway. Les journalistes sont pour le tramway. Fait que sa corde est plus courte que les autres. Là. Je veux dire, lui, il a pas le droit. Il a moins le droit à l'erreur, mettons, que son adversaire Bruno Marchand. Ça dépend des journalistes, plate, Mario. mais il faut garder ça à l'esprit. Ça dépend des aussi, radios, des journalistes à Québec. Oui, choix Radio X. Ouais. Mais là, enfin, dans son cas, à lui, souhaitons-lui de ne pas tenir une conférence de presse sur le service des incendies et de faire ça à l'incinérateur de Québec. Ça pourrait être dangereux. Oui. Si c'est une bonne fontaine, il pourrait le lever. Oui, c'est ça. Paul, toi qui es le spécialiste des jeux de mots, là, je te laisse te gâter. Non. OK. Je ne fais pas ça. Pas de douche Non, froide je ne pour fais pas. Sam Hamad. C'est inutile parce que... mais en même temps, je pense qu'on met le doigt là-dessus. Là, il y a un test de leadership. Là, son organisation est entourée de qui, par qui, puis c'est quoi? Qu'est-ce que le boss a dit après la première gaffe, après la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième? Ça se peut qu'il n'y a rien dit. J'imagine ces advents hier qui étaient sur la scène, qui disaient, c'est quoi ça, ces trous-là dans l'asphalte? Ces advents, en tout cas, là, ils ne connaissaient pas bien le parc. Hein? Ça, c'est pas mal évident là, pour quelqu'un qui prétend connaître la ville. Ben, Julie, écoute, morale de l'histoire, Oui. à M. Hamad, il reste une chose à faire. Son mea culpa. Bien, il le fait. La coule pas, prend tout... tu sais. OK, oui. Mais Non, il prend faut donner toute la un coup de barre, là. responsabilité. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, je le dis, c'est un test de leadership. Ouais. Là, puis je comprends pas que la succession de... Tu sais, je comprends, mais tu sais, tu parles de la fête du travail, puis tu as un chalet en Ontario. Tu parles de l'arrondissement Sainte-Foy, tu as Ça des fait pas buildings de sérieux. New York. Tu sais. Tu parles des problèmes de circulation à Québec, puis tu as le boulevard des Caries à Montréal. Tu sais. Oh. Alors, M. Carney, qui va présenter son budget cet automne, réunit son cabinet là, à la veille de la rentrée parlementaire. Il fait cette retraite à Toronto. Mario, tu es économiste de formation. Alors, je te pose la question suivante. Comment est-ce qu'on peut faire un budget en mettant de l'avant l'austérité et des investissements en même temps? Ben, c'est parce que c'est ça, là, c'est la nouvelle méthode. C'est la nouvelle comptabilité, parce qu'on va faire deux budgets. On va dire qu'on fait un budget d'investissement, puis lui, bien évidemment, les investissements, il n'y a pas de revenus, c'est juste du trouble. Et là, on va faire un autre budget qui, lui, va être moins déficitaire parce que, comme dans les investissements, il va y avoir une partie des anciennes dépenses qui vont passer. Il reste que, tu sais, je comprends qu'on va faire de la comptabilité, nouveau genre. Je pense quand même qu'il y a des mots de tête là, dans cette réunion de cabinet-là, au moins sur deux fronts, parce qu'il y a un problème budgétaire au Canada. L'économie est au ralenti. C'est pas vraiment le meilleur moment pour couper les dépenses. Malgré tout, il faut radicalement couper les dépenses. Et deuxièmement, ce matin, il était rendu, M. Carney, à dire, là, avec Trump, là, on va avoir des petits accords dans les secteurs importants, puis pas... Fait que là, tu sais, la barre, il a été élu avec... Moi, je vais régler ça avec Trump. Là, la barre baisse, un accord sur la sécurité et le commerce. Puis on est rendu à des petits accords sur les secteurs importants. Ça va être quoi le mois prochain? Ça va être plus d'accord pantoute, tu sais. Mais ce qui est Emmanuel? sauf, c'est que c'est plus une priorité des Canadiens. C'est vraiment intéressant. Jean-Marc Léger, qu'on connaît bien, était à la retraite du cabinet et a fait une présentation et il expliquait que Trump, tu sais, la panique de Trump, là, c'est plus la priorité des Canadiens. On est complètement ailleurs. Et donc, l'idée là, qu'il faut absolument régler, avoir une entente, tout ça, c'est plus ça qui compte. Ce que les gens veulent, c'est que M. Carney s'occupe d'eux. Et Jean-Marc, qui a le sens de la formule, dit « Le gouvernement Carney est en guerre contre Trump, les Canadiens sont en guerre contre le coût de la vie. Ils veulent que les Canadiens s'occupent d'eux, s'occupent de croissance économique, s'occupent de création d'emplois et s'occupent de logements abordables. Là. Parce que ça, c'est le gros train qui s'en vient pour M. Carney. Les prévisions en ce moment, c'est pas que ça va mieux, c'est qu'il va se construire pour les 2 prochaines années moins de logements que dans les années passées. Donc, il y a un gros casse-tête là, à mettre en œuvre en termes d'accoucher enfin de politiques publiques efficaces, mais avec moins de marge de manœuvre financière,
Sa chance, c'est que la lune de miel n'est pas terminée. Donc, il y a encore une marge de manœuvre. Elle est moins sucrée qu'elle était, là. C'est ce que Jean-Marc note un peu, mais bon, ça continue encore. Mais c'est pas facile pour M. Champagne non plus et M. Carney, mais comment concilier ceci et cela? En principe, c'est deux forces contraires. Oui. Réduire le déficit et la dette et relancer l'économie, comme le voit Mark Carney, ce sera à suivre. Fillette de Granby, la coroner qui a rendu public son rapport, elle est sans équivoque. Elle a été abandonnée par l'école, le système de santé, la DPJ, les policiers, les voisins. Écoutez bien. Je suis toujours assez étonnée de voir passer sur Facebook des publications de gens qui disent « Il y a un chien qui a été perdu, aurais-tu retrouvé mon chien? » Puis ces publications-là roulent en boucle sur Facebook. Puis quand il est question d'un enfant, puis quand il est question d'enfants qui sont négligés, on a ce réflexe humain de dire « Bien, ça ne me regarde pas ». Mario? C'est dur, mais c'est un peu ça. Tu as hein? raison. Il y a une indifférence. On est dans un monde où chacun se mêle de ses affaires, le voisin, l'école. Mais dans ce cas-ci, ce qui va plus loin, c'est que non, on se mêle tellement pas qu'on se parle pas. Donc, l'école ne parle pas vraiment à la DPJ, ne parle pas vraiment à la police, parce qu'on voit dans le rapport, puis on s'en doutait déjà, mais si tous les intervenants mettent ensemble l'information qu'ils ont, ils constatent qu'il faut faire quelque chose. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, de ce point de vue-là, on l'a abandonné, on l'a laissé tomber comme société. Mais bien que ça, l'incompétence, premièrement, elle n'est pas seulement à la DPJ puis à l'école. Là. Il y a le médecin qui a recommandé à ses parents de l'embarrer. Sérieux, ça ne s'invente pas dans la vie. Il y a les policiers dans la façon dont ils ont fait leurs interrogatoires avec elle lorsque sa mère l'a frappée. Puis, moi, il y a une chose qui m'a marquée, c'est qu'il y a plusieurs moments dans cette histoire-là où elle aurait pu être prise en charge, que ce soit en pédopsychiatrie, que son père aurait pu avoir de l'aide. Puis, c'est cette famille-là qui était dans le système, à 2 reprises, a attendu là, 8 mois, 14 mois pour avoir des services. Pourquoi? Parce qu'en travail social, c'est comme à la santé. Là, la DPJ, c'est supposé être l'urgence. Là. La première ligne, là, elle est déficiente, elle est sous-financée, puis là, on rentre dans une période d'austérité. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. D'ailleurs, ce soir, au bilan, Julie, Régine Laurent sera avec nous, là, elle qui a présidé la commission d'enquête. Donc, les réflexions et l'éclairage de Régine. Manquez pas ça ce soir. Espérons que la prochaine fois, tout le monde se dira « c'est de nos affaires ». Et qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Absolument. Paul, Mario, Emmanuel, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir.